Bonjour à tous, et oui Pascal, notre invité aujourd'hui c'est l'un des principaux opposants à la politique économique et sociale d'Emmanuel Macron. Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour. Vous êtes le nouveau patron depuis avril de Force Ouvrière et on n'a pas fini de vous entendre je crois. Alors on va parler évidemment d'abord de cette interview du Premier ministre Édouard Philippe hier dans le journal du dimanche. C'est finalement les annonces de l'an 2 du quinquennat, on va parler dans le détail, mais globalement vous en avez pensé quoi de cette interview ? On a eu une première année qui était clairement des cadeaux au premier de cordée. Là, on a une deuxième année qui démarre de façon totalement débridée et très forte et qui est en fait une annonce très claire de la casse du modèle social et sur lesquels des cadeaux au premier de cordée d'un côté et maintenant on attaque les derniers de corvée, c'est-à-dire les plus faibles et les plus démunis. Donc c'est véritablement une politique qui est en train d'être menée, qui individualise, qui casse les droits collectifs, qui casse la solidarité, qui casse les pans entiers de notre République. C'est une vision de société d'individualisation. Le problème, c'est que c'est une vision sans valeur et sans notamment les valeurs d'égalité dont tant le Premier ministre que le chef de l'État n'emploient jamais d'ailleurs. Alors évidemment, on va parler de ces annonces, notamment sur les retraités, puisqu'on va geler quasiment 0,3% Pas que pour les retraités, mais notamment pour les retraités. La politique aussi familiale, la politique de logement, on va parler de tout ça, mais vous allez vous rencontrer Édouard Philippe, Premier ministre, jeudi, je crois. Du coup, vous y allez comment à cette rencontre? Dans quel état d'esprit? Est-ce qu'il y a des choses à discuter? D'abord, on était demandeur du fait que le gouvernement, alors ça s'est traduit par le chef de l'État au mois de juillet, mais on était demandeur que le gouvernement, justement, ait des échanges plus réguliers avec les organisations syndicales, avec le contrepoids, avec le rôle que nous avons dans cette démocratie sociale, que les interlocuteurs sociaux ont. Donc au moins sur la méthode, le fait qu'on se parle ne peut être qu'une bonne chose. De toute façon, d'une manière générale, le fait qu'on puisse discuter, le fait qu'on puisse concerter, le fait qu'on puisse négocier, notamment avec le patronat, ne peut être qu'une bonne chose. Content, je n'irai pas jusque-là, parce que vu le fond, ça risque d'être un peu hard rock, mais en l'occurrence, le fait qu'on se parle est absolument une nécessité. Maintenant, une fois qu'on se parle, il faut nous écouter. C'est-à-dire, si c'est simplement nous réunir en randonnion le 29 et le 30 pour nous dire, voilà en gros ce que nous avons décidé, en gros la méthode qu'on a connue depuis un an, c'est-à-dire je pense, donc tu suis, si c'est ça, pour nous dire, voilà ce que vous devez faire sur l'assurance chômage, voilà ce que je vous impose sur les arrêts maladie, voilà ci, voilà ça, ça évidemment, ça ne va pas le faire. Donc il faut que la méthode soit suivie en matière de réelle, on va dire, concertation sur le fond, et qu'on soit entendu, et que l'ensemble des erreurs, l'ensemble des inepties sur un plan social qui sont en train d'être menées soient arrêtées, et donc que les interlocuteurs sociaux, les organisations syndicales, et FO en particulier, puissent être écoutés, parce qu'en plus, nous avons des propositions. Nous apparaissons aujourd'hui comme étant systématiquement contre, parce que nous sommes bombardés d'attaques en permanence. Regardez, vers le 15 août, on nous dit on va transférer l'indemnisation des arrêts maladie aux entreprises. Dimanche dernier, on nous dit on va généraliser le travail du dimanche. Mardi dernier, on nous dit on va avoir une dégressivité sur les allocations chômage pour les cadres. Hier, on a une feuille de route qui est annoncée sans qu'on n'en ait jamais parlé nulle part. On est bombardé d'attaques, on est bombardé de mesures antisociales qui cassent d'une manière générale le modèle social, la sécurité sociale, le service public républicain, le code du travail. Et donc, on se retrouve dans une situation qui ne peut être que défensive de façon systématique pour défendre les droits et les acquis sociaux, notre modèle social. Vous préféreriez proposer... on a plein de choses à proposer. Alors, et nous proposerons sur l'assurance chômage, puisqu'on nous demande d'aller sur une négociation sur l'assurance chômage. Dès aujourd'hui, nous proposerons une dizaine de points qui nous semblent être des points d'amélioration pour les demandeurs d'emploi et sur le fonctionnement de l'assurance chômage. On verra si le gouvernement retiendra nos propositions dans la feuille de route. Juste avant, vous qui depuis avril fréquentez le pouvoir, le président, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, le Premier ministre, le conseiller social de l'Élysée, on aimerait bien être dans les coulisses. Ça se passe comment en fait? Qu'est-ce qui décide? Qu'est-ce qui parle avec vous? D'abord, on n'est pas tellement dans les coulisses parce que, comme je le dis, on retrouve le chemin de la discussion. Secrétaire général de l'Élysée. Heureusement qu'on se croise d'une manière générale et heureusement quand même que les liens ne sont pas totalement rompus entre l'exécutif. Là, écoutez, franchement, vu de l'intérieur, je ne peux pas tellement l'indiquer parce qu'encore une fois, nous, on voit de façon bilatérale les uns les autres. Puis à la limite, c'est pas tellement notre sujet. Notre interlocuteur dans la 5e, c'est le Premier ministre, c'est le gouvernement et ses décisions qui prennent. C'est lui qui décide. On voit bien que le poids est surdéterminant à l'Élysée aujourd'hui. Il l'a déjà été sous d'autres quinquennats, mais on voit bien qu'aujourd'hui, le poids est essentiel. Le poids politique et la décision politique semblent émaner uniquement de l'Élysée. Mais ce qui est fondamental, encore une fois, c'est que lorsqu'un exécutif décide, il les fait après la concertation et le dialogue, en ayant entendu, en ayant écouté l'ensemble des interlocuteurs sociaux, dès lors que c'est sur le champ social. Et aujourd'hui, ça ne se fait pas. Alors, on va prendre les sujets les uns après les autres. Hier, par exemple, on a appris que les retraités, leur pension ne serait valorisée que de 0,3% en 2019 et
0,3% en 2020, alors que l'inflation elle sera au moins de 1,5%. C'est une surprise pour vous ? C'est une surprise dans le sens où ça nous a jamais été annoncé. Il y a une grande concertation sur les retraites en ce moment. Il y en aura une à la fin de l'année. Qui est engagé avec un haut commissaire qui, normalement, tout sujet retraite, quel qu'il soit, doit être débattu préalablement dans le cadre de cette concertation. Voilà une mesure qui impacte immédiatement l'ensemble des montants de retraite et de pension de l'ensemble des retraités français sur lesquels on n'a jamais entendu parler, que ce soit auprès du haut commissaire ou auprès du gouvernement. Pour quelqu'un qui, aujourd'hui, aurait une retraite d'environ 1 200 €, ce qui est déjà une forte retraite, eu égard à la situation actuelle des retraités. La mesure de hausse de la CSG, plus cette mesure finalement de gel, parce que ça revient quasiment à un gel par rapport à l'inflation, elle va représenter la première année plus de 500 € dans l'année de manque à gagner. 500 € et potentiellement plus. Pour un retraité à 1 500 €. À 1 200 €. À 1 200 €. Donc ça commence à être conséquent et potentiellement plus en 2020 parce qu'après il y a un effet cumulatif. De nouveau, et on a bien 500 vu € en 2020. voire plus, plutôt 550, on va faire le calcul précisément. Parce que on voit bien que cette mesure-là, elle se fait au détriment, bien sûr, du pouvoir d'achat de l'ensemble des retraités, mais plus globalement, avec les APL, avec les aides au logement, avec les aides familiales, avec d'autres aides sociales qui vont être gelées. On est quasiment 0,3%. Grosso modo, en fait, on n'attaque pas que le pouvoir d'achat, on attaque la capacité de survie. On attaque la capacité de survie des plus démunis, des plus faibles, des retraités les plus faibles, des actifs les plus faibles, de ceux qui cherchent l'emploi. Une fois de plus, on s'attaque aux plus faibles, aux plus démunis, aux plus précaires. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'après une année de cadeaux de l'ordre de 22 milliards pour les premiers de cordée, on est en train d'attaquer haro sur les derniers de corvée. Alors par exemple, la politique familiale, il y a certains députés de La République En Marche qui vous entendent de dire on ne va pas s'attaquer aux plus démunis, qui disent on n'a qu'à plafonner les allocations familiales pour les plus riches. Est-ce que c'est une idée dans le sens duquel vous iriez ? On n'y est pas favorable depuis longtemps. Par contre, sur la question des aides sociales, puisqu'on va avoir un grand plan pauvreté qui va être sorti... Mais sur la politique familiale, vous n'êtes pas pour... Non. Le plafonnement. Non. Il y a déjà un plafonnement aujourd'hui. Il y a un plafonnement, c'est pas la peine de le rabaisser. En tous les cas, on pourrait penser parce que la politique familiale relève d'un autre sujet que simplement votre niveau de compte en banque. Enfin, voilà, d'une manière générale. Donc il faut regarder tout ça de façon globale. Donc, pour une politique nataliste, on pour tout le monde, quoi. Je pense qu'il est, y compris pour l'avenir de notre système de retraite, on ne peut que se féliciter d'une manière générale du taux de naissance, de natalité en France, comparé notamment à des voisins comme par exemple l'Allemagne. Il est intéressant, il est important pour l'avenir qu'une nation comme la nôtre continue effectivement d'avoir des enfants et que les générations futures existent encore demain. Donc bref. Mais vous dites que le gouvernement s'attaque aux plus démunis. C'est pas tout à fait exact parce que hier, Édouard Philippe disait dans l'interview que justement, il allait augmenter par rapport à l'inflation le minimum vieillesse, le RSA, l'allocation adulte handicapé. Heureusement que tout n'a pas été attaqué. Je parle d'une politique de façon globale. Donc le fait que le RSA soit maintenu et qu'il soit maintenu par rapport à l'inflation, effectivement c'est une bonne chose. Mais il faut se réjouir maintenant du fait qu'on applique simplement la loi. Alors si on en est là, c'est quand même absolument extraordinaire. Non, aujourd'hui, on attend avec impatience les annonces qui pourraient être faites au travers du plan pauvreté. Qu'est-ce qu'il y aura derrière ? Si c'est encore un exercice purement comptable pour réduire les droits et tenter de faire des économies auprès de ceux qui sont les plus démunis, effectivement, ça n'ira pas. Et puis il y a une petite musique générale, permanente, que ce soit sur les retraités, que ce soit sur les demandeurs d'emploi, que ce soit sur ceux qui sont en arrêt maladie. Comment le Premier ministre peut-il, ça c'est insupportable, comment le Premier ministre peut-il comparer l'augmentation du nombre d'arrêts maladie ou d'accidents du travail, qui est une réalité, parce que les conditions de travail se dégradent, parce que la pénibilité augmente, avec l'augmentation de jours de congé. Comment peut-on comparer un arrêt maladie avec, dans le cadre du travail, avec un congé supplémentaire? Il y a toujours cette petite musique qui est que quand vous êtes malade, on en profite. C'est plus ou moins fictif et vous le faites exprès. Quand vous êtes au chômage, c'est plus ou moins fictif et vous le faites exprès. Bref, systématiquement, en gros, vous ne voulez pas travailler. Alors, puisque vous parlez des arrêts de travail, ça c'est insupportable. Il y a eu un débat pendant l'été entre justement Agnès Buzyn et puis le Premier ministre, qui sont l'avoir tranché hier. Elle pensait qu'il fallait peut-être transférer la charge des arrêts maladie de courte durée jusqu'à 7 ou 8 jours aux entreprises. Le Premier ministre, hier, a dit non. Il n'a pas dit non. Il a dit qu'il ne le ferait pas de façon brutale. Oui. Moi, je ne lis pas
nous ne lisons pas à Force ouvrière de la même manière l'interview du Premier ministre. Et je lui poserai la question, nous lui poserons en Qu'est-ce que vous voulez? Vous souhaiteriez que les entreprises... qu'il n'y ait pas de transfert aux entreprises. Pas de transfert. Que l'on reste sur l'assurance Là, maladie. le patronat va être content en vous écoutant ce matin. Oui, mais pas pour les mêmes raisons, mais en l'occurrence, eux, uniquement pour des raisons d'ordre économique, nous, pour des raisons d'abord de droit, et pour des raisons ensuite d'égalité, parce qu'on ne veut pas qu'on se retrouve avec des jours de carence généralisés et inégalitaires d'une entreprise sur une autre. Donc pour nous, ça reste au niveau de l'assurance maladie. Ça ne doit pas être transféré au niveau de l'entreprise, que ce soit pour 4 jours ou que ce soit pour une seule journée. Donc nous ne sommes pas favorables. Donc si le Premier ministre voulait écrire que ce transfert potentiel est absolument enterré et qu'il ne se fera pas, tant mieux. Mais encore une fois, on se retrouve... Donc ce ne sont pas aux entreprises à payer le burn-out, par exemple. Non, mais c'est pas... Et puis c'est surtout à l'assurance maladie de le faire. Pour ça, il faut qu'il y ait des cotisations. On en parlera peut-être après. Par contre, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même extraordinaire. On en est à devoir se réjouir de l'application de la loi, de l'application du droit. C'est-à-dire, ah bah chouette, ce truc-là n'a pas été renié, chouette, ce truc-là n'a pas été cassé, chouette, ce truc-là n'a pas été détruit. Pour vous faire peur, faire peur au patron. C'est quand même hallucinant. Au départ, c'est cet épouvantail qui avait été agité. Là, il faut demander à Mme Buzyn si elle le portait, ou il faut demander à celles et ceux qui le prenaient. Je pense surtout, de mon point de vue, mais je ne peux pas savoir, mais je pense surtout que c'était pour faire des économies, comme d'habitude. Puis en plus, quand vous n'avez plus de cotisations, y compris pour financer l'assurance maladie, même de façon compensée, parce que tout ça coûte cher, et vous vous retrouvez à dire, les entreprises n'ont qu'à se débrouiller. En fait, au final, ce n'est pas les entreprises qui auraient payé, c'est les salariés, parce que toutes les entreprises auraient généralisé par accord d'entreprise des jours de carence. Résultat des courses, c'est une très grande partie des arrêts maladie qui n'auraient pas été indemnisés. Alors justement, le Premier ministre va se rendre, comme d'autres membres du gouvernement, aux universités du MEDEF cette semaine. En général, on fait un discours plutôt pro-business, comme on disait au temps de Manuel Valls. Déjà hier, l'annonce effectivement de la transformation du fameux CICE de François Hollande en baisse pérenne des cotisations. Ça représente presque 20 milliards d'euros par an. Est-ce que vous attendez quelque chose des entreprises en échange? Le CICE, il existe maintenant depuis 5 ans. Oui. 5 ans. Mais il va être transformé en baisse de charge. Vous vous souvenez, c'est ce qu'ils disent. On verra si ça se fait, peu importe. Nous n'y sommes pas favorables. De toute façon, nous ne sommes pas favorables à la question du CICE. Nous sommes favorables à l'aide publique, à l'intervention publique, dès lors qu'elle est conditionnalisée. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un euro public qui est donné à une entreprise, il est normal que celle-ci s'engage. Et qu'elle s'engage, par exemple, pour l'investissement, par exemple pour l'innovation, et surtout sur le social, pour la création d'emplois, l'amélioration des conditions de travail. Aujourd'hui, on a 20 milliards par an qui sont distribués, dilapidés à l'ensemble des entreprises, sans aucune conditionnalité, notamment sur l'emploi. On met 20 milliards par la fenêtre. Vous vous souvenez, le prédécesseur de M. Roux de Bézieux avait un pins, 1 million d'emplois. Le 1 million d'emplois, il a enlevé son pins depuis, et on l'attend toujours. On va essayer de comprendre pourquoi le chômage ne baisse pas en France. On va juste écouter ce matin le ministre de l'économie, peut-être que ça va vous faire plaisir, Bruno Le Maire, qui a repris une partie du cadeau qu'il voulait faire aux dirigeants d'entreprise. On l'écoute. Nous avions prévu un allègement de 4 points supplémentaires des cotisations sociales au niveau du SMIC pour toutes les entreprises dès le 1er janvier 2019. J'ai proposé au président de la République et au Premier ministre que nous reportions cet allègement de 4 points supplémentaires du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2019. Vous allez être content, tout le monde va faire des efforts et il paraît que ça coûterait 2 milliards aux entreprises. Il serait passé de 20 milliards de cadeaux fiscaux à 22 milliards de cadeaux sur les cotisations. Alors franchement, effectivement, entre la peste et le choléra, c'est peut-être un moindre mal. C'est le principe même qui ne marche pas. Et en plus, il ne parle que d'un report, donc de toute façon, ça se fera pour des raisons de tuyauterie et des raisons de transfert. Ils s'aperçoivent que c'est pas aussi simple que ce qu'ils l'avaient envisagé. Et puis des raisons aussi de coûts budgétaires. Et les 20 milliards en moins sur l'argent public, il va continuer à être fait en étant dilapidé au niveau des entreprises, au niveau du CICE. Donc je ne vais pas dire à nouveau que c'est une bonne mesure, rien ne change et ça se fera de toute façon plus tard. C'est une erreur. Et la seule bonne nouvelle que ça pourrait avoir, c'est que ça maintient temporairement encore un petit peu de cotisation pour financer la sécurité sociale. Parce que derrière l'ensemble de ces mesures, la suppression des cotisations, on en parlera peut-être sur la question des heures supplémentaires, c'est à chaque fois aller dans le même sens, c'est-à-dire anéantir, annihiler le financement de la sécurité sociale pour en terminer avec le droit collectif qui est généré par la cotisation. Vous êtes en train de dire quoi, Pascal Capajoko? Toutes ces réformes, les unes après les autres, elles ont un but. Suppriment le collectif pour une assurance individuelle. Absolument. Chacun pour soi. Chacun pour soi. C'est ça l'idée. C'est la jungle. Ce sera la jungle. Chacun pour soi. Débrouillez-vous tout seul. Mais dans la jungle, tout le monde ne peut pas être un lion.
Et aujourd'hui, la cotisation, elle nous génère un droit. Un droit qu'on utilise si on en a besoin, parce qu'on est au chômage, parce qu'on est malade. Il faut espérer de n'être ni au chômage, ni malade, bien évidemment. Puis un droit in fine sur la retraite. Sauf qu'on passerait d'un droit basé sur notre cotisation, qui est du salaire différé, à une logique finalement d'assistance publique sous conditions, sur lesquelles un exécutif pourrait aider éventuellement le demandeur d'emploi ou le malade, mais sous conditions. Donc une sorte de socle de base, mais plus d'assurance. C'est ça, public, uniquement financé grosso modo par l'impôt. À l'américaine un peu. Exactement, à l'américaine, et charge à toi, charge à chacun d'entre nous de s'assurer individuellement sur le risque qu'il a envie de prendre. Mais si l'ensemble de nos concitoyens pensent une seule seconde que dans ces cas-là, en supprimant l'intégralité des cotisations, et donc la sécurité sociale... C'est ce qu'on est en train de faire avec le transfert à la CSG. C'est ce qui se passe de toute façon. Le net sur votre feuille de salaire va devenir le brut, tout le monde se trompe, parce que le delta va être pris justement, ce qui est donné artificiellement d'un côté et repris de l'autre, et beaucoup plus sur le plan fiscal d'une manière générale, comme l'exemple de la CSG, comme l'exemple des taxes, qu'elles soient environnementales ou autres, ou comme même y compris sur des sujets directs au niveau de l'impôt de l'ensemble des classes moyennes et des classes inférieures, puisqu'on voit bien que l'impôt sur le revenu des classes moyennes et classes inférieures augmente quand celui de l'ISF ou des classes supérieures, lui, a largement diminué. Donc c'est un mauvais calcul que de penser qu'on aura plus de pouvoir d'achat. En fait, on payera plus d'une manière fiscale, d'une manière indirecte, pour avoir moins et pour n'avoir plus aucun droit. Alors, je vous ai entendu à l'instant dire que l'annonce hier par le Premier ministre de l'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, c'est un peu le retour de la mesure Sarkozy, que les Français avaient plébiscité. Vous nous dites que ce n'est pas une bonne chose. Je ne sais pas si les Français l'avaient plébiscité. Premièrement, on l'a vu dans les sondages que vous avez été déçus, François Hollande le supprime. Soyons clairs. D'abord, c'est un coût qui est estimé aujourd'hui à peu près 3 milliards d'euros. Ils disent 2 milliards. Alors même 2 milliards, banco, on prend à 2 milliards si vous voulez, ça veut dire qu'on fera moins d'heures supplémentaires que l'estimation actuelle, mais très bien. Donc ça bénéficiera encore moins de personnes que mon estimation des 3 milliards. Mais admettons 2 milliards, est-ce qu'ils sont compensés ? Est-ce que l'État s'engage à compenser la perte de 2 milliards sur la sécurité sociale ? Nous verrons, premier élément. Deuxième élément, tout le monde ne fait pas d'heures supplémentaires. On n'arrive pas devant son patron en disant bonjour chef, j'aimerais faire 5 heures supplémentaires cette semaine. Troisièmement, celles et ceux qui ne sont à temps partiel ne font pas d'heures supplémentaires. Ils font des heures complémentaires, qui dans ce cas-là ne seront pas concernés. Donc il y a une double inégalité entre celles et ceux qui ont droit de faire quelques heures supplémentaires et ceux qui n'ont pas le droit, et ensuite entre ceux qui sont à temps plein et ceux qui sont à temps partiel, donc notamment les femmes. C'est totalement inégalitaire et totalement hypothétique. Ensuite, mais ça peut faire du pouvoir d'achat en plus pour les salariés. Mais sur l'individu concerné, ça peut donner quelques euros supplémentaires. Encore la logique individuelle que vous dénonciez. Voilà, exactement. Seuls ceux qui seront les plus gentils ou les plus serviables, ou en tous les cas celles et ceux qu'on aura sélectionnés au niveau de l'employeur, bénéficieront de la mesure. Et c'est l'ensemble des autres qui payeront justement l'avantage pour celui qui est le soi-disant le plus correct au niveau de l'employeur. Je termine en disant que sur le plan économique, vous l'avez rappelé, ça a déjà été testé, ça ne marche pas. Pire, l'OFCE aujourd'hui, l'Observatoire français de la conjoncture économique, estime qu'une mesure comme celle-là détruirait 19 000 emplois. Plus 2 milliards d'un côté ou plus 3 milliards, inégalité hypothétique pour celles et ceux qui pourraient en bénéficier, aucun effet sur l'emploi et sur la croissance, pire, 19 000 emplois supprimés du fait de cette mesure. Franchement, ça aurait valu le coup d'en discuter 5 minutes pour montrer l'absurdité d'une telle mesure. 2 questions très rapidement. Il y a ces députés de la République En Marche qui ont plein d'idées. Par exemple, il y a Aurélien Taché qui a été cité hier par le Premier ministre qui propose de plafonner davantage l'indemnisation chômage des cadres. Aujourd'hui, c'est 6 000 euros. Il dit baissons le plafond par 2, 3 000 euros maximum. Bonne idée ? Idée stupide, et il le sait, c'est simplement de l'ordre de la provoque, et en même temps, la définition du cadre aujourd'hui étant tellement, d'ailleurs on a une négociation en cours que nous souhaitons reprendre avec le patronat et les autres organisations syndicales justement sur cette définition du cadre, cette définition du cadre étant parfois un peu floue, le fait de dire soi-disant je fais de la dégressivité pour les cadres se conduirait inévitablement par égalité de contraintes pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Donc l'objectif, il est clairement à chaque fois d'aller sur une logique de dégressivité, faire des économies et sous-entendre à chaque fois que celui qui cherche un emploi ne le cherche pas correctement et donc en gros, il faudrait le sanctionner très rapidement. Mais là encore,
ça a été essayé. Ça a été essayé dans les années 90. Et non seulement ça n'a servi à rien, mais ça a même aggravé les difficultés du retour à l'emploi. Je termine là-dessus parce que c'est important. On nous dit, soi-disant, ce serait pour lutter contre la fraude ou ceux qui ne veulent pas rentrer. Voilà. On est à 92% de demandeurs d'emploi selon une étude de l'assurance chômage qui cherchent activement un emploi. Intéressons-nous d'abord à pourquoi il y a 8% qui baissent les bras, qui ne sont pas des fraudeurs. La fraude, c'est 0,4%. 0,4%. Mais il y a 8% de gens qui, à un moment donné, chômeurs de longue durée, baissent les bras. Et c'est en leur disant, en plus, je vais renier tes indemnités chômage, que ça va te donner un coup de fouet pour essayer de rechercher du boulot. Encore une fois, c'est abject. On renvoie la responsabilité individu par individu sur le fait qu'ils soient eux-mêmes victimes. Dernière question, comment vous avez interprété hier le fait que le Premier ministre dise sur le prélèvement à la source, qui va rentrer en vigueur normalement au 1er janvier, il y aura une communication en septembre. Vous croyez qu'il n'y aura pas de prélèvement à la source au 1er janvier ? Là, j'ai aucune information. Je pense qu'ils sont effectivement un petit peu dans le caca, comme on dit, parce que pour arriver à mettre en place le prélèvement à la source, faut des moyens. Mais quand vous avez cessé de supprimer les moyens et que vous en supprimez encore pour l'année prochaine, faut quand même qu'il y ait des hommes et des femmes à Bercy et dans l'ensemble des directions régionales ou départementales. À Bercy, FO vous dit qu'ils ne sont pas prêts ? Qui mettent en place, ils sont dans l'incapacité de pouvoir mettre en œuvre correctement une telle mesure, une telle transformation, y compris parce qu'on a supprimé les effectifs et donc la capacité de pouvoir le mener. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est sans doute d'ordre politique. C'est-à-dire que, franchement, je pense que l'immense majorité de nos concitoyens n'a pas mesuré l'impact réel sur sa feuille de paye du mois de janvier du prélèvement à la source s'il était mené. C'est-à-dire que vraiment, c'est préparez-vous à l'impact. Au final, une fois que vous allez recevoir la feuille de paye. Et ça ne va pas aider non plus l'augmentation du pouvoir d'achat. Et en matière de ressenti, ça va ne faire que l'aggraver, que ce soit d'ailleurs pour les actifs comme pour les retraités. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a eu cette espèce de mesure, annonce sur les heures supplémentaires en disant il y aurait une désocialisation pour certains, peut-être pour tenter d'amoindrir l'impact sur le prélèvement à la source. En tous les cas, si le prélèvement à la source ne se fait pas, qu'il ne se fasse pas, ça nous va très bien. On pense que c'est une ineptie là aussi. Merci Pascal Pavageau. Ça promet pour la rencontre avec le Premier ministre Philippe jeudi. Bon courage à vous.